Bonjour à tous, merci Mathieu, merci Victor de votre invitation. Merci à vous d'être venus. Bon, il faut attaquer. Alors, juridiquement correct, pourquoi? Alors, je pense que vous vous en doutez, ça a un petit lien avec le politiquement correct. Vous l'aviez deviné? Oui. Alors, le politiquement correct, finalement, on en parle maintenant depuis presque 30 ans. Le premier à aborder la question, à la vulgariser en France, c'est Philippe de Villiers, en 95. Il écrit un livre qui s'appelle à l'époque Politiquement correct. Puis le terme fait flore, ça évolue, ça se développe, c'est repris. Alors il y a bien sûr Jean Sévillia, qui a écrit ensuite son historiquement correct, puis un moralement correct. Et puis la veine a été reprise. Elle a été reprise dans tout un tas d'ouvrages. Vous avez alors j'ai trouvé du pédagogiquement correct, de l'économiquement correct, du pédagogiquement correct, de l'islamiquement correct par Alexandre Delval. Et j'ai même trouvé du charliement correct. Voilà. Et puis dans toute cette liste, cette énumération, pas de juridiquement correct. Première, pourquoi est-ce que les juristes ne seraient pas touchés par le phénomène? Alors pour ceux qui traînent un peu dans les facs de droit, je crois qu'il n'y a pas plus consensuel que le juriste ordinairement. Même quand il est à gauche, le juriste n'est jamais très très à gauche, et quand il est à droite, il est rarement, enfin si parfois oui, mais il y a quand même, on est un peu canalisé en droit, puis on ne dit pas toujours les choses, parce qu'en droit les choses sont souvent un peu complexes. En droit on est souvent dans vous allez voir un avocat, vous allez lui demander, alors j'ai le droit. Oui, mais ça dépend, il faut voir, parce qu'il y a effectivement beaucoup de casuistique en droit. Dans tel cas, c'est ce qu'on essaye d'apprendre aux étudiants tout au long de leurs études. C'est ce qu'on appelle, alors c'est un gros mot, la qualification juridique des faits. Savoir est-ce que ce fait-là, auquel je suis confronté, est-ce qu'il relève de la catégorie A, auquel cas il y aura telle solution, ou est-ce que ça relève de la catégorie B, et auquel cas il y aura telle autre solution. Et simplement, il ne faut pas se leurrer, cette opération de qualification juridique, dire que telle situation, ça relève de A ou de B, ce n'est pas une opération neutre, c'est aussi une opération politique, on le verra. Donc le droit restait en dehors de ce phénomène. Alors pourquoi? Pourquoi pas d'approche du politiquement correct dans les matières juridiques? Alors une des raisons, c'est que le droit, finalement, un peu comme lorsque votre grand-mère, comme... Mathieu, vous faites du droit, donc vous savez tout. Moi, quand j'ai commencé à faire des études de droit, moi, j'ai fait de la théorie de l'État. Alors évidemment, comme j'étais juriste, j'ai eu immédiatement des amis, des connaissances qui m'ont questionné sur leur divorce, sur leur licenciement et sur les successions. À chaque fois, non plus. Puis après, ils disaient, mais attends, t'es docteur en droit, tu sais rien faire. Je non, je peux te parler de Jean Baudin, de la philosophie politique. Puis depuis, j'ai aussi appris. Mais c'est vrai que le droit, c'est quand même une grande maison dans laquelle il y a beaucoup de pièces. Donc le droit, c'est quand même assez complexe. Et puis le droit, n'oubliez pas, on ne commence à l'aborder finalement qu'à l'université. On ne voit pas de droit au lycée. Sauf un petit peu dans les filières STMG, filières des bacs technologiques. Mais globalement, en dehors de là, on n'en voit pas. Donc on découvre le droit en faculté de droit. Et puis, il faut un peu de temps pour en faire à peu près le tour. Il faut arriver à Bac plus 5. Donc le droit, c'est un domaine qui n'est pas accessible à tout un chacun. Parce qu'on ne le connaît pas, on ne le croise pas. Pourtant, dans nos vies quotidiennes, on croise le droit. On est obligé de croiser du droit. Dire, mais si j'ai pas d'enfant, non, t'inquiète pas. Même si vous n'avez pas d'enfant, même si vous ne vous mariez pas, vous rencontrerez quand même le droit. D'abord parce que vous mourrez. Vos proches mourront. Vous serez bien obligé de travailler, et tout ça, c'est de la réglementation. Le droit, on le connaît, on le croise, mais c'est un monde un peu bizarre. Et puis, quand on commence à rentrer dedans, on s'aperçoit que c'est compliqué. Et même pour ceux qui ont fait du droit parmi vous, ou qui en font, quand on commence à rentrer dedans, il y a souvent beaucoup de casuistiques, beaucoup de cas particuliers. Il y a la réglementation générale, puis il y a toujours une règle spéciale qui vient déroger à la règle générale. Il y a le principe avec ses exceptions, c'est un peu comme la grammaire, mais en pire. Voilà, donc le droit, on ne connaît pas trop. Simplement, il faut maintenant, déjà Mathieu, merci beaucoup, parce que vous avez déjà abordé tout ce que je vais dire. Vous avez parlé de la grand-mère, vous avez parlé des journalistes. Et oui, les journalistes, c'est l'époque de notre temps, et notre temps est une époque de vitesse, de rapidité.
C'est-à-dire qu'on est confronté à un problème, on est confronté à une question, il nous faut, enfin je ne sais pas s'il nous le faut, mais c'est comme ça aujourd'hui, une réponse immédiate. Qui parmi vous vit sans Facebook, Instagram, Twitter et autres je crois qu'on y est à peu près tous, hein. On a peut-être un rescapé parmi nous? Non. Voilà, on est tous confrontés et puis on a besoin de la réponse immédiate. Et puis, de ce point de vue-là, il y a beaucoup de problèmes ou d'enjeux, de questions politiques, l'immigration, l'Europe, les manifestations, les casseurs, enfin tout ce que vous voulez, les retraites, où toutes ces questions comprennent une dimension juridique. Voilà. Et à chaque fois, il faut expliquer dans quel cadre juridique est-ce que cela fonctionne. Or, dans notre société de la vitesse, de l'immédiateté, on a besoin d'une réponse immédiate. Et c'est là que c'est souvent un peu difficile, parce que le droit ne se prête pas forcément à une réponse immédiate. C'est pas toujours oui, non, c'est pas blanc-noir. On est entre gris clair et gris foncé. Ça dépend, il faut voir. Je vais en donner un exemple. Et simplement, ici, le journaliste, quand il est confronté à un problème de droit, il va éventuellement questionner un spécialiste. Alors, le spécialiste peut être un avocat, plus rarement un universitaire, vous remarquerez, parfois un magistrat ou un ancien magistrat, ou un essayiste qui se présente comme le sachant. Et finalement, dans son entretien télévisuel ou audiovisuel, ce sachant, il va donner l'explication sur ce qu'est le droit. En environ 37 secondes, il va vous expliquer le cadre juridique des manifestations, du maintien de l'ordre. Ou en 25 secondes, parce qu'il est meilleur, il va vous expliquer comment s'applique le droit de la nationalité en France. Voilà. Et donc, pour ça, nécessairement, vous doutez bien qu'il va falloir un peu simplifier. Il va falloir résumer. Et cette opération, il l'a fait avec son auréole de sachant, sauf que derrière le sachant, derrière l'auréole du sachant, il y a souvent l'idéologue. Et dans le travail de simplification qui va être fait pour présenter le cadre, les enjeux, on va gommer certains aspects. Alors, prenons un exemple, typiquement le droit de la nationalité. Vous avez tous entendu cette formule, si on est en France, on est français. Je pense, est-ce que vous avez déjà entendu cette formule? Oui, oui, vous naissez en France, vous êtes français. Alors, c'est vrai ou c'est faux? Oui. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est faux. Il faut être majeur d'abord et ensuite... Oui, dans certains cas, mais... Alors, je vais vous poser une question à ce moment-là, puisque vous me dites que c'est faux. Comment ça se fait qu'en France, en 1980, on a environ 52 millions d'habitants? On est 40 ans après, on est 68 millions d'habitants, alors même qu'on n'a pas de renouvellement des générations par la naissance. Comment ça se fait? Magie? C'est comme il l'a dit, on est français à la majorité, mais il faut aussi un parent français ou deux parents français. Et puis, alors voilà, oui, mais... vous commencez à me dire, mais il faut un parent français ou deux. Si c'est un parent français, c'est plus du droit du sol, c'est du droit du sang. Alors, il y a un peu des deux, il y a la théorie et la pratique. La théorie, on va y venir, c'est que vous naissez en France, il ne se passe rien. Même à 18 ans, vous naissez en France, vous revenez 18 ans plus tard, oui, c'est bien. Moi, ma sœur est née en Allemagne, et elle n'est pas allemande. Pourtant, elle est blonde, mais bon, ça n'a pas suffi. Oui, moi, pas... Non, naître en France, ça n'a aucun effet. Un exemple? Alors, c'est assez rare de nos jours, mais bon, l'enfant trouvé, posé sur les marches de l'église. Bon, vous avez vu ça dans Notre-Dame de Paris. Je reconnais, aujourd'hui, c'est assez rare. Mais cet enfant se pose une question. Il est français, il n'est pas français? Le Code civil nous dit que cet enfant est français. Et voilà, monsieur Saint-Germain, vous voyez bien que si on est en France, on est français. Je dis, calme-toi, reprends tes pilules. Parce qu'il faut voir ce que dit le Code civil là-dessus. Le Code civil dit, oui, il est français, mais si jamais, avant l'âge de 18 ans, on retrouve ses parents, et que ses parents sont étrangers. En fait, on constate qu'il a des parents étrangers. Eh bien, à ce moment-là, cet enfant trouvé, qui était réputé être français, à l'instant
où sa filiation est établie à l'égard d'étrangers, il n'est plus français. Et même mieux, la loi, le Code civil dit bien qu'il n'a jamais été français. C'est-à-dire qu'on lui a confié une nationalité sur le fondement de sa naissance, mais surtout en considérant que le fait d'avoir été trouvé ici, ça suppose, ça rend probable que ses parents étaient français, puisqu'ils l'ont laissé ici. Et c'est ainsi que si on rapporte la preuve qu'au contraire ses parents n'étaient pas français, eh bien, il sera réputé n'avoir jamais été français, il restera étranger. Ça montre bien que ce n'est pas la naissance en soi, mais ici c'est la naissance parce qu'on considère qu'il n'y a pas d'autres éléments. Et pour les enfants nés d'étrangers, justement, les deux parents étrangers, leur enfant naît en France, que se passe-t-il ? Eh bien, il est étranger. Le Code civil nous dit bien que cet enfant, il pourra éventuellement devenir français à la condition que s'ajoute à la naissance une condition de résidence. Il faudra qu'avant l'âge de 15 ans, il ait vécu au moins 5 ans en France. Alors d'aucuns vont dire c'est assez, c'est pas assez, mais ça c'est un autre problème. Mais il faut qu'il ait vécu au moins 5 ans en France avant d'être reconnu comme, avant de pouvoir dire je suis français. Alors pourquoi cette condition de résidence ? C'est simplement l'idée que la naissance, elle peut être le fait du hasard. On peut naître à l'étranger à l'occasion d'un voyage ou une grossesse qui se termine un peu plus tôt que prévu, ça arrive. Et voilà, la naissance, c'est le fait du hasard. Mais avoir résidé 5 ans dans le pays, il y a l'idée que derrière la résidence, vous avez une intégration sociale et culturelle. Vous allez à l'école de la République, vous allez au club de sport, vous rencontrez d'autres Français, vous vivez avec des Français, et que, on sait bien qu'aujourd'hui, c'est plus nécessairement absolu, mais lorsque la loi a été construite, c'était bien cette idée qu'en vivant dans un environnement français, en définitive, vous deveniez français de fait. Et qu'ensuite, l'accès à la nationalité, eh bien, c'était la traduction en droit d'une réalité vécue. Pour vous expliquer ça, ça a duré 5 minutes. Notre super journaliste, ou l'expert, vous a expliqué ça en 25 secondes. En 25 secondes, il vous a dit, voilà, c'est simple, vous naissez en France, vous êtes français. Alors, effectivement, quand on regarde la situation actuelle, beaucoup d'enfants d'origine étrangère, 100% étrangère, puisque si un des deux parents est français, cet enfant est français par le droit du sang. Mais un enfant, donc fils de deux parents étrangers, fils ou fille de deux parents étrangers, eh bien, il naîtra en France, il ne se passera rien. Simplement, s'il a vécu durablement en France, il deviendra français. Mais il y a cette idée de vécu durablement. Alors évidemment, aujourd'hui, ça s'inscrit dans un contexte qui est celui de forts mouvements de migration, où beaucoup de gens qui viennent ici ne repartiront pas tous, en tout cas à l'heure actuelle. Et donc, forcément, quand on synthétise, on dit, vous naissez en France, vous devenez français. Mais vous voyez, ici, vous allez me dire, mais bon, on a simplifié l'idée. Alors oui, mais on n'a pas seulement simplifié, on a dénaturé l'idée. Parce que, effectivement, techniquement, c'est quelque chose qui va arriver souvent. Sauf que la loi ne dit pas que c'est la naissance qui donne la nationalité. C'est la naissance et la résidence. Et ça change tout. Parce que quand vous affirmez c'est la naissance, en plus c'est l'expert qui parle. L'expert vous parle et vous dit, vous naissez en France, vous êtes français. Comme c'est un expert, déjà, vous, si vous prétendez dire autre chose que ce que dit l'expert, finalement, l'expert vous regarde de haut et dit « Mais qui t'es, toi ?» D'où tu contestes le propos de l'expert. Qui es-tu pour dire le contraire ? Moi, l'expert, j'ai parlé. Vous savez, c'est un petit peu comme chez vous, si vous avez une réparation à faire, vous faites venir un expert, vous lui montrez, il fait « Allez, c'est le Schtroumpf-truc inversé qu'il faut changer. » Ah, et c'est cher ? Non, c'est 1200 €. On peut pas le réparer, le Schtroumpf-truc inversé. Ah non, ça change. Et si vous n'êtes pas spécialiste du Schtroumpf-truc inversé, vous regardez l'expert, il y en a d'occasion. Et puis à la fin, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez le chéquier, la carte bancaire, et puis vous n'avez pas de moyen de recours si vous ne savez pas. On est exactement dans cette situation. L'expert a parlé, il vous a dit que c'était comme ça, et vous, vous êtes illégitime à dire autre chose. Sauf qu'en disant ça, il laisse croire que, en France, ce serait le droit du sol. Traduction, nous serions aux États-Unis, parce que concrètement, les États-Unis sont un des seuls États au monde qui appliquent le droit du sol. Pour des raisons historiques liées à leur construction,
Mais c'est un des seuls États qui le fait. En France, non. Et au contraire, tous les États, j'ai travaillé là-dessus, tous les États reposent sur le droit du sang. Et tous les États prévoient que la naissance puisse, avec un certain nombre de conditions, être une voie d'accès facilitant l'accès à la nationalité. Une voie facilitant, mais pas la naissance seule, pour les raisons que je viens de vous dire. Mais affirmer la chose en sens inverse, c'est faire du juridiquement correct. C'est finalement déconsidérer celui qui voudrait dire qu'il faut que ses parents soient français pour devenir français. Finalement, c'est accréditer l'idée que la France, ce serait une sorte de hall de gare du village planétaire. Vous êtes là, la météo est bonne, bon bah voilà, t'es né là, t'es français, tout le monde est français. Vous voyez ? Et c'est-à-dire que derrière la simplification, pour des raisons, parce que médiatiquement, il faut faire une présentation en 30 secondes, donc oui, on pourrait dire, oui, effectivement, vous naissez en France, vous allez avoir vocation à devenir français. Mais c'est déjà pas pareil. En disant, vous naissez en France, vous êtes français, finalement, vous déconsidérez les autres. Et c'est-à-dire que derrière l'apparente simplification, il y a un combat politique. Voilà. Alors, cette idée, et le juridiquement correct, il est là. C'est-à-dire, derrière la nécessité de simplifier pour expliquer, vous avez une opération, finalement, idéologiquement correcte, qui se met en place, celle qui vise à déconsidérer toute l'approche, alors je ne sais pas s'il faut dire classique ou traditionnelle ou ordinaire, qui est l'idée de structures héritées que nous avons vocation à transmettre, en les faisant évoluer sans doute, mais des structures héritées dont nous ne sommes pas maîtres et que nous reconstruisons, que nous reformulons pour transmettre au suivant. Et là, il y a vraiment cette dimension du juridiquement correct où le droit est utilisé comme une arme à l'appui de la déconstruction, finalement, comme l'esprit du mouvement woke que vous connaissez. Voilà un exemple du juridiquement correct. Et ce mouvement, il s'appuie sur le fait que, la plupart d'entre nous, moi, effectivement, c'est mon métier, et encore, je suis juriste, je suis comme vous, vis-à-vis de votre grand-mère, il y a plein de domaines du droit que je ne connais pas. De moins en moins, bien sûr, avec l'âge, au fur et à mesure que mes tempes blanchissent, mais bon, je ne connais pas tout. Et donc, il y a ce juridiquement correct qui va accompagner le mouvement politiquement correct. Tiens, un autre exemple. Vous en avez entendu parler, là, à propos de 49.3, de commission mixte paritaire. Voilà, j'ai trouvé des journalistes qui sont tous devenus des experts du droit, c'est fantastique. Et vous avez sans doute entendu ce mot, l'Assemblée nationale a le dernier mot. Vous avez déjà entendu quand il y a une opposition, l'Assemblée nationale a le dernier mot. C'est vrai ou c'est faux ? Alors, elle a le dernier mot ou pas ? Oui, non ? Prudent. Eh ben non, l'Assemblée nationale n'a pas le dernier mot, jamais. Alors, il faut refaire un peu d'histoire. Troisième République. Troisième République, les lois constitutionnelles de 1875. Là, il est inscrit dans ces lois constitutionnelles la navette entre les deux chambres, entre la Chambre des députés et le Sénat. Et un texte, doit être voté dans les mêmes termes par les deux chambres. Et tant qu'on n'a pas voté le même terme, il n'y avait pas de commission mixte paritaire à l'époque, le texte faisait des allers-retours entre la Chambre des députés, c'était le nom de l'Assemblée nationale alors, et le Sénat. D'ailleurs, d'un point de vue historique, c'est amusant. Les députés votaient en faveur du vote des femmes. Et ils le faisaient d'autant mieux qu'ils savaient qu'ensuite le texte allait au Sénat, et le Sénat, qui n'était pas élu au suffrage universel direct, ne votait pas le texte. D'ailleurs, c'était les mêmes. Il y avait une majorité radicale socialiste à la Chambre des députés, comme il y avait une majorité radicale socialiste au Sénat. Vous avez bien, ils étaient dans le même camp. Non, à l'Assemblée nationale, la Chambre des députés, où ils étaient élus par le peuple, ils votaient en faveur de la réforme, en sachant qu'au Sénat, après, ce serait rejeté par leurs camarades de loge, de parti. Autant pour moi, ma langue a fourché, pardon. Vous savez ce que c'est là, il est tard, je suis un vieux monsieur, en fin de journée. Bien. Ça, c'est la Troisième République. L'aller-retour permanent entre les chambres tant qu'elles ne sont pas d'accord. En 1946, avec la Constitution de la Quatrième République du 27 octobre, on dit non, il faut mettre un terme à ça. Il y a toujours une forme de navette, sauf qu'on explique bien, sous la Quatrième République,
que si l'Assemblée nationale, puisqu'elle s'appelle comme ça désormais, vote blanc, si le Sénat n'est pas d'accord, change le texte, eh bien le texte va revenir à l'Assemblée nationale qui votera définitivement. Mais ça, c'est la 4ème République. Sous la 5e, que se passe-t-il ? Sous la 5e, on revient à la 3e. Le texte doit être voté dans les mêmes termes par les deux chambres, Assemblée nationale, Sénat, et ça retourne à l'Assemblée, qu'il revote, et ça retourne au Sénat. Et combien de temps dure cet aller-retour, cette partie de tennis ? Eh bien, il dure tout le temps. Il dure tout le temps. À moins que le gouvernement intervienne pour dire « Stop, je donne le dernier mot à l'Assemblée nationale ». C'est-à-dire que ce dernier mot donné, c'est pas l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. C'est le gouvernement qui décide de lui donner le dernier mot. Alors, le juridiquement correct va dire « Oui, mais c'est pareil, à la fin, l'Assemblée nationale a le dernier mot ». Eh bien non, parce qu'il y a une différence quand même fondamentale entre dire « je peux décider ». Voilà, regardez, moi, à la maison, je peux décider ce que je veux. C'est vrai ou c'est faux ? Je demande l'autorisation à ma compagne de faire ce que je veux. Et une fois qu'elle me l'a donné, je peux le faire. Toutes les personnes vivant en couple voient bien la distinction. C'est la différence d'ailleurs entre, on pourra en reparler de l'Europe, entre l'autonomie et l'indépendance. L'indépendance, vous êtes libre de décider. L'autonomie, vous êtes libre d'agir dans le cercle que l'on vous a donné. C'est une nette différence. Eh bien ici, l'Assemblée nationale donc n'est pas libre d'avoir le dernier mot. On peut lui donner le dernier mot. Alors c'est vrai, politiquement, c'est un peu pareil, parce qu'il y a la même majorité à l'Assemblée, ou une majorité semblable. Les choses ne changent pas d'ailleurs si on a une majorité relative. Il y a quand même une majorité, une ligne directrice. Cette majorité à l'Assemblée, c'est la même qu'au sein de l'exécutif. Il y a la même ligne. Ils travaillent ensemble. Mais c'est important de dire que ce n'est pas l'Assemblée qui a le dernier mot. On donne le dernier mot à l'Assemblée. Et d'ailleurs, on le voit dans le 49.3, on n'a même pas besoin de lui demander, puisqu'on présume qu'elle est d'accord. Et d'ailleurs, ça marche bien. Le 49.3, il n'y a rien, c'est arrivé en 58, il n'y a rien de dictatorial. Le 49.3, finalement, quelle est l'idée du 49.3 ? C'est-à-dire, moi je suis le gouvernement, et donc traditionnellement, dans un régime parlementaire, si je suis le gouvernement, c'est que je gouverne avec la confiance de l'Assemblée. Et comme vous me faites confiance, vous êtes d'accord avec ce que je propose pour vous, ce texte. Et comme vous êtes d'accord, est-ce qu'il y a besoin de le dire qu'on est d'accord ? Qui ne dit mot, consent. Et si vous n'êtes pas d'accord, qu'à cela ne tienne. Prouvez-le. Motion de censure. Ils ne l'ont pas rejeté. C'est donc bien qu'ils sont d'accord. Vous voyez ? Mais ici, je reviens sur l'Assemblée nationale, il y a cette idée un peu juridiquement correcte de dire l'Assemblée nationale a le dernier mot. Puis en plus, il y a une raison à ça, c'est que l'Assemblée nationale, ce sont nos élus qui nous représentent. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la représentation, j'en dis dans l'ouvrage, mais... Donc ce sont nos élus, donc finalement c'est le peuple qui vote par ses représentants. Mais finalement, c'est un peu comme si nous étions exprimés. Et dire que c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, c'est une manière de dire ce sont les Français qui décident. Alors qu'en définitive, c'est l'exécutif qui a donné ce dernier mot à l'Assemblée. Ça change un petit peu l'esprit. Voilà. Tiens, un autre point, toujours pour parler... Tiens, en ce moment, vous avez vu, tout le monde attend la sacro-sainte décision du Conseil constitutionnel. Roulement de tambour. Alors là, je lis un peu mes collègues. Finalement, à les lire, la majorité d'entre eux, ils sont prudents parce qu'ils respectent le Conseil constitutionnel. Un prof de droit qui ne respecte pas le Conseil constitutionnel, bon, il écrit sous pseudonyme. Et encore, je le respecte, j'en dis pas trop de mal, parce qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi. Alors pour certains, le Conseil constitutionnel va censurer le texte. Pour d'autres, il va en censurer une partie. D'autres ne disent rien. Mais alors, moi, quelques débats sur Twitter, je discute avec l'un ou l'autre, je fais, mais est-ce que vous avez déjà vu le Conseil constitutionnel bloquer la volonté des gouvernants ? Ouais. Il y en a une qui m'a répondu là récemment, elle m'a dit « Ah oui, mais dans la décision de 79,
à propos du vote de la loi de finances budget 80. Ah oui, fin 79, le Conseil constitutionnel a censuré le budget. Padala. Oui. Une semaine plus tard, il y a un texte de loi qui a été voté qui autorisait le gouvernement à percevoir les recettes. Et puis, 2 semaines après, le budget a été voté. Et puis, il y en a toujours qui vont dire « Oui, mais en 1971, le Conseil constitutionnel, décision de liberté d'association, pour ceux qui connaissent. » Oui. Et ça a changé quoi? Prenons un exemple. IVG, qu'a dit le Conseil constitutionnel? Il a regardé à côté. Ouh. Mariage pour tous, il a regardé à côté. À chaque fois, il a une formule, considérant qu'il ne dispose pas d'un pouvoir d'interprétation identique à celui du Parlement. Vous savez, c'est un juge. Vous savez qui est le saint patron des juges? C'est Ponce Pilate, hein. Bon, c'est pas vraiment le saint patron, mais c'est quand même l'acte du juge, hein. Je me lave les mains et je laisse passer. Et quand il a un problème, il s'efforce de ne pas répondre à la question. Le Conseil constitutionnel, s'il censure en partie le texte, qu'est-ce que ça veut dire? Preuve d'indépendance du Conseil constitutionnel? Bon, la parole est libre, puis ça ne sortira pas d'ici. Ah, je suis enregistré, zut. Si le Conseil constitutionnel censure, c'est qu'il aura reçu la consigne de censurer. C'est tout. Parce que ça apparaîtrait à un moment donné comme une voie pour botter en touche. Voilà. Compte tenu de la composition du Conseil constitutionnel, il serait bien étonnant que l'on trouve dans ses membres un sursaut d'indépendance. Pourquoi pas, hein, tout est possible, hein, mais... Voilà. Mais donc le Conseil constitutionnel, sorti de ça, on dit toujours, le Conseil constitutionnel a le dernier mot. Voilà, sous-entendu, dans cette affaire, il va pouvoir censurer le texte. Au-delà de ce que j'ai dit sur le doute que je pouvais avoir sur la volonté du Conseil constitutionnel d'avoir une telle décision, de manière indépendante, quand le Conseil constitutionnel censure un texte, qu'est-ce qui se passe? On ne peut rien faire. Il faut reprendre un peu de droit, parce que le droit ne dit pas ça. Quand le Conseil constitutionnel censure un texte de loi, alors il applique ce que les juristes appellent la théorie de l'aiguilleur. Moi j'ai découvert ça en fac, même à la fin, au début. La théorie de l'aiguilleur, c'est finalement l'idée que quand le Conseil constitutionnel censure une loi, il dit « cette loi n'est pas conforme à la Constitution », il ne se prononce que sur la forme du texte et non pas sur le fond. C'est-à-dire il ne dit pas « non, vous ne pouvez pas faire telle chose », mais il dit « non, vous ne pouvez pas faire telle chose comme ça ». D'où l'aiguillage. Vous êtes passé par la voie de droite, c'est-à-dire vous avez emprunté le véhicule législatif. Cette réforme, vous avez voulu la faire passer par une loi, et cette loi, elle n'est pas conforme à la Constitution. Mais en disant ça, le Conseil constitutionnel vous dit, qu'à cela ne tienne, si vous voulez faire la réforme, revenez en arrière sur l'aiguillage, et faites la réforme non pas en utilisant une loi, mais en utilisant, l'étage au-dessus, la révision de la Constitution. Point. Il ne dit pas non, il dit non, pas comme ça. Et ça s'est déjà fait. On a déjà eu ça, 1993. Dans la loi sur l'immigration, déjà, on avait... Alors, on va dire, c'était à cause ou grâce à l'Europe, déjà, il y avait, dans la loi d'août 93 sur l'immigration, une disposition relative aux accords de Schengen sur la libre circulation. En gros, c'était pour mettre fin au shopping de l'asile. Le droit d'asile, il y avait déjà des tensions. Le shopping de l'asile, qu'est-ce que c'est? C'est un réfugié qui effectuait une demande d'asile au Luxembourg, qui voyait sa demande d'asile rejetée au bout de quelques mois, qui là faisait une nouvelle demande en Belgique, puis une fois qu'elle était à nouveau rejetée, il venait en France et il déposait une nouvelle demande d'asile. Pour éviter ça, dans les accords de Schengen, on avait mis en place cette disposition que si une personne voyait sa demande d'asile rejetée par un pays ayant des standards semblables aux nôtres en matière de droits de l'homme, s'il redéposait la demande chez nous, on n'était pas obligé de l'étudier. Traduction, si les Allemands ont expliqué que s'il n'y avait pas d'asile à donner, on n'était pas obligé de reprendre la procédure à zéro.
c'était dans la loi sur l'immigration. Et le Conseil constitutionnel, en août 93, dans sa décision maîtrise de l'immigration, censure cette disposition. Il dit non, c'est contraire à la loi. C'est contraire à la Constitution. Que s'est-il passé ? En octobre 1993, 2 mois après, la Constitution a été révisée pour inscrire dedans, c'est de tête, c'est l'article 53-1, me semble-t-il, pour inscrire dans la Constitution cette disposition, la France peut conclure avec d'autres États européens des accords en matière d'asile. Et on l'a inscrit dans la Constitution. Et la Constitution a été révisée. C'est-à-dire que ce qui a été censuré au mois d'août par le Conseil constitutionnel, car contraire à la Constitution, a été inscrit dans la Constitution au mois d'octobre. Donc quand le Conseil constitutionnel dit non, il ne dit pas non, il dit non, virgule, pas comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'il appartient au gouvernant, s'il le souhaite, de réviser la Constitution pour intégrer dans la Constitution la disposition contestée. Et le gouvernement peut le faire soit en passant par le Parlement, soit en utilisant le référendum. Vous savez qu'il y a une certaine réticence à utiliser le référendum, mais ça, c'est un autre problème. Mais typiquement, derrière, quand on vous dit « le Conseil constitutionnel aura le dernier mot », c'est faux. C'est faux. Le Conseil constitutionnel pourra éventuellement censurer un texte, mais dès lors qu'il y a la volonté de mettre en œuvre le texte, le gouvernement peut reprendre la main et procéder à la révision de la Constitution. Et c'est le peuple souverain qui décide. Vous voyez, on est typiquement dans cette approche. Et là, le gouvernement, juridiquement correct, et le gouvernement s'en sert. Parce que finalement, s'il ne veut pas vraiment faire une réforme, on a vu ça aussi. Je vais vous donner un exemple. Quand le gouvernement ne veut pas faire une réforme, il laisse le texte voté par la loi, et ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Il sait que le Conseil constitutionnel va être saisi et va censurer la disposition. Et il va dire « Ah, regardez, on ne peut pas, le Conseil constitutionnel a dit non ». Et là, ce que je vous raconte, c'est pas de la science-fiction. On a eu une affaire il y a une trentaine d'années. Alors ça remonte, oui, au début de mes études, c'était il y a longtemps. C'est l'affaire des 10 de Renault. Alors, les 10 de Renault, c'était 10 syndicalistes licenciés parce qu'il y avait eu de la casse à l'occasion de grève. Des CGTistes, on est en 85-86, dans ces eaux-là, et ils sont licenciés. Alors, c'est beaucoup de manifestations, beaucoup de querelles. Et en 1988, la nouvelle majorité, socialiste et communiste, dans le cadre du contrat, les communistes réussissent à obtenir le vote d'une loi d'amnistie concernant justement des syndicalistes qui auraient fait l'objet de sanctions pénales. La sanction pénale était définitive. C'était monté à la Cour de cassation. Ça a été mis dans la loi. Parfait. La loi a été déférée au contrôle du Conseil constitutionnel. Qu'a dit le Conseil constitutionnel ? C'est contraire à la Constitution de revenir sur un jugement comme ça. 2 fois, les communistes ont tenté de faire ça. Et 2 fois, le Conseil constitutionnel a censuré la loi d'amnistie en expliquant. Et le gouvernement de se retourner vers ses alliés communistes, vous avez vu, on a essayé. Mais c'est pas nous. C'est le Conseil constitutionnel qui veut pas. Et on peut jouer comme ça avec plein de dispositions. En fait, on met sur le dos du juge nos propres reniements politiques. On peut prendre un exemple sur l'Europe. Je me suis décidé que vous m'attendiez un peu sur l'Europe. Alors, si on parlait un petit peu. Je ne vais pas en dire du bien, mais je ne vais pas en dire trop de mal non plus. Mais il ne faut pas oublier où sont les responsabilités. Un exemple. Si je vous parle de Karim Daoudi. Non, c'est... Bon, alors Karim Daoudi est un brave garçon qui a choisi de devenir français. Il a été naturalisé. Il s'est intégré à la nation. Voilà. Après, Karim, il a eu un petit moment de fatigue. Il est devenu terroriste. Ça arrive. Pour certains, c'est l'alcool. Lui, c'est le terrorisme. Qui ne fait pas d'erreur, Et alors, Karim, il a été arrêté, condamné, et puis là, quand même, il a été déchu de sa nationalité française. Et c'est très important, la déchéance de nationalité, c'est d'un point de vue symbolique, mais évidemment, là, Karim, il était toujours là. Et on a voulu l'expulser. Et là, Karim a expliqué que ça portait atteinte à son droit à mener une vie familiale normale, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et là, c'était en 2017-18, si je ne me trompe pas, il y a les dates dans l'ouvrage. Karim s'est allé devant la Cour européenne des droits de l'homme, et la Cour européenne des droits de l'homme a expliqué, non pas au titre de l'article 8, mais au titre de l'article 3. L'article 3, c'est l'interdiction de la torture.
qu'effectivement, s'il était renvoyé en Algérie avec une étiquette terroriste islamiste, son droit à ne pas être torturé risquait d'être un peu violé. Mais l'Algérie sortait quand même de l'expérience du Front islamique du salut, des GIA, ils sont un peu tendus. Et donc, pour la Cour européenne des droits de l'homme, expulser Karim Daoudi vers l'Algérie, c'était le soumettre à un risque de torture. Et ça, c'est un absolu pour la Cour. On ne renvoie pas quelqu'un vers un État dans lequel il risque la torture. Sauf que cet examen de la situation d'un pays, elle n'est pas figée. Parce que l'année suivante, donc en 2018, si je ne me trompe pas, au regard des réformes intervenues en Algérie, dans la pratique carcérale, dans la loi pénale, etc., eh bien, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en 2018 a expliqué que désormais, l'Algérie pouvait être considérée comme un pays sûr au regard du risque de torture en prison, en étant islamiste. Donc ça veut dire que depuis 2018, Karim Daoudi, en conformité avec les jugements de la Cour européenne des droits de l'homme, aurait pu être expulsé. Il vit toujours en France, en résidence surveillée dans le Cantal ou la Corrèze. Vous voyez, mais ici, pourquoi est-ce qu'il n'est pas expulsé ? C'est pas la faute du juge européen, c'est la faute des autorités françaises qui n'ont pas mis en œuvre depuis 2018 une mesure d'expulsion qui pourrait intervenir. Vous voyez, c'est aussi une forme de juridiquement correct ici pour les autorités de se cacher derrière le juge en disant « Ah mais nous on ne peut pas ». Alors c'est assez amusant de voir des gens qui sont toujours à valoriser l'Europe et puis qui, quand ça les arrange bien, disent « Ah bah non, on ne peut pas ». Alors que l'Europe pourrait leur permettre. Il y a aussi un juridiquement correct à se cacher derrière une autre autorité pour ne pas assumer le poids de ses reniements. Voilà, vous avez typiquement un autre exemple, toujours avec l'Europe, et la Cour européenne des droits de l'homme, toujours. La Cour européenne des droits de l'homme, voilà, pour ceux qui sont en droit, en plus, ici à Montpellier, vous avez eu un pape du droit européen des droits de l'homme, M. Sudre, le professeur Sudre. Bon, très très bien. Simplement, on va vous dire, on ne peut pas faire des choses à cause de la Cour européenne des droits de l'homme. Et notamment, il y a toujours cette idée que expulser un terroriste étranger, ça porterait atteinte à son droit à mener une vie familiale normale. Finalement, quelqu'un qui aurait tout le temps vécu ici, on ne pourrait pas l'expulser. Je pense que certains ont fait du droit, vous avez déjà entendu ce type de propos. Alors, je vais vous parler d'une jurisprudence intéressante. Je crois que c'est Johansen, je crois qu'il s'appelle Johansen, qui, comme son nom l'indique, est danois, quoique d'origine tunisienne. Elle date de mars 2022 de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, c'est un cas intéressant au regard de sa brutalité et qui montre bien que autant il y a des choses à dire vis-à-vis de la construction européenne, mais qu'on ne peut pas tout dénoncer dans la construction européenne. Il ne faut pas oublier les faiblesses de nos gouvernants. Alors, dans cette affaire à Johansen, de quoi s'agissait-il ? C'est une personne tunisienne d'origine, née au Danemark, de parents tunisiens, qui va vivre au Danemark toute sa vie. Vous savez qu'aujourd'hui, le Danemark est un pays qui a une politique très restrictive en matière d'immigration. En Europe, c'est celui sans doute qui a la politique la plus restrictive. Et bon, il vivait là-bas, il s'est tombé amoureux, il s'est marié. Il a eu un enfant, il s'est marié avec une Danoise. À l'occasion de son mariage, de sa résidence, il est devenu danois. Ils ont eu un enfant au Danemark. Tout allait bien. Puis vous savez ce que c'est, des fois le mariage c'est difficile, on peut le comprendre. Du coup, il est parti pour le djihad en Syrie. Bon, la plupart du temps, les gens préfèrent divorcer, mais bon... D'autres, enfin, surmontent les difficultés en couple. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, il part faire le djihad. Il rejoint Daesh. Jusque-là, finalement, normal. Puis, il revient au bout de quelques mois. Là, il est incarcéré au Danemark. Déchu de sa nationalité danoise. Et puis, le Danemark dit, c'est pas le tout. On va pas seulement le déchoir de sa nationalité, on va l'expulser. Je précise bien, dans cette affaire, c'est quand même important. C'est mars 2022. C'est pas très vieux. Il est né au Danemark. Il s'est marié à une Danoise. Il a un enfant danois. Donc déchu de sa nationalité danoise, donc il était tunisien, et on l'expulse. Alors lui, il fait un recours, et que dit la Cour ? La Cour explique qu'il n'y a pas de risque de torture en Algérie, article 3, et puis son droit à mener une vie familiale normale, ma foi,
il peut aller vivre en Tunisie. Et puis sa famille, si elle tient à lui, peut partir avec lui. Alors ici, je ne suis pas en train de vous défendre ce garçon, mais il y a quand même une forme de brutalité dans la décision du juge qui dit bien qui est compréhensible. Il a quand même passé à l'acte en rejoignant Daesh. Ça dénote quand même une faible intégration au pacte républicain. Donc qui au Danemark est un pacte royal, mais bon, vous l'avez compris, c'est pas les mœurs communes. Mais quand même, la Cour dit, ce garçon, qui a vécu toute sa vie en Europe, il a aujourd'hui une trentaine d'années, du jour au lendemain, on peut l'expulser. Et il peut continuer à mener sa vie ailleurs. Vous voyez, donc ici, l'interdiction d'expulsion, elle n'est pas... alors, c'est un cas particulier, puisque vous savez qu'un jugement ne s'applique qu'à l'affaire qui est tranchée par le juge. Ça ne veut pas dire que le juge aurait un raisonnement strictement identique pour une autre affaire. Mais ça montre bien que pour un certain nombre de gens dont le comportement révèle qu'ils ne sont plus du tout assimilés, qui ne sont pas dans le combat culturel du pays, dont les actes prouvent qu'ils se sont mis en dehors de la règle commune, il n'y a aucune impossibilité à les renvoyer. Voilà. Alors, ça, c'est sur l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme, dont on entend parler tout le temps. Vous voyez, mais... Et tiens, un dernier exemple sur le juge européen, la Cour européenne des droits de l'homme. Je ne sais pas où on en est au niveau du temps. Vous avez sans doute entendu parler du fameux rapatriement des enfants de Daesh. Ah, bien. Alors, vous avez peut-être entendu aussi que la France a été condamnée dans cette affaire et qu'on était obligé de rapatrier les enfants de Daesh. Certains entendent, oui. C'est vrai ou c'est faux? On l'a fait. Comment? On l'a fait. Oui, mais on a été condamné ou pas? Alors, oui, mais, comme bien souvent. Alors, il faut reprendre un peu cette affaire. De quoi s'agissait-il? Bon, un certain nombre de gens ont rejoint Daesh, leurs familles les ont accompagnés, ou voilà. Des enfants sont nés là-bas, ou étaient nés ici, étaient de... Bref, un certain nombre de personnes résident encore dans les camps. Je crois qu'à l'heure actuelle, on estime que c'est encore 300 ou 400 qui sont là-bas. Et puis, s'est posé la question éventuelle de leur retour. Alors, certains étaient français, les enfants, parce que si un des deux parents était français, par le droit du sang, il était français. Et certains de ces enfants étaient étrangers. Et puis... s'est posé la question, et puis un certain nombre de grands-parents, souvent vivant ici, se sont inquiétés en disant, voilà, je veux faire revenir mon petit-fils, se poser la question de leur retour. Et la France, par rapport à ces retours, n'a pas montré un enthousiasme démesuré. Ceux qui ont été les plus nets là-dessus, c'était les Anglais. Les Anglais, le Royaume-Uni est le pays d'Europe qui a fait le plus de déchéances de nationalité. Depuis 20 ans, vous avez eu à peu près 500 déchéances de nationalité en Europe. Bon, je rappelle qu'il y a eu près de 10 000 Européens qui sont partis rejoindre Daesh, pour un peu avoir une idée des mesures. Il y a eu 500 déchéances de nationalité depuis 20 ans en Europe, dont 350 pour la seule Grande-Bretagne. Et dans l'équivalent du rapport du défenseur des droits britannique, ils expliquent très clairement que oui, la déchéance de nationalité, ça ne va pas changer grand-chose. Et ils écrivent sur blanc, simplement, ça va rendre leur retour plus difficile. Et c'est assumé. Voilà, ils expliquent très bien. Voilà. Donc c'est eux qui en font le plus. Alors en France, donc, on n'était pas très pressés de les faire revenir. Des grands-parents, la plupart du temps, ou des oncles et tantes ont demandé, je veux retrouver mon neveu, mon petit-fils. Voilà. Et le gouvernement a mis en place une politique dite du cas par cas. Lui oui, lui non. Certains se sont demandé si le cas par cas, c'était pas plouf, plouf, ça se... Il y a un peu de ça. Bon. Les grands-parents ou les oncles et tantes ont fait des recours, c'est allé devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État a dit, c'est ce qu'on appelle un acte de gouvernement, c'est-à-dire un acte dont la justice ne peut pas connaître. Et le Conseil d'État a botté en touche. Un certain nombre de ces familles ne se sont pas satisfaites de ça et sont allées devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et en septembre 2022, effectivement, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France. Et là, vous allez me dire, mais alors voilà, c'est bien la preuve qu'on a été condamné. Oui, mais il faut aller lire l'arrêt. Alors, pour ceux qui ne sont pas juristes, les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, ils ont un grand avantage. C'est qu'il y a tout dedans. Ils ont un grand inconvénient. C'est qu'il y a tout dedans. C'est que vous avez des arrêts qui font de 40 à 80 pages.
Des fois, il n'y en a que 30, mais c'est un peu indigeste. Hein. Pour les étudiants en droit, souvenez-vous des arrêts du Conseil d'État du 19e siècle qui faisaient 8 lignes. Voilà, c'était avant. Donc, il faut aller lire cet arrêt de septembre 2022 de la Cour européenne des droits de l'homme, parce que dit là? Alors oui, nous sommes condamnés, mais pourquoi? Parce que la Cour européenne des droits de l'homme, dans l'instruction, a demandé à la France une question toute simple. La France disait, nous, on les rapatrie au cas par cas. La Cour a dit, très bien, expliquez-moi quels sont les critères qui font que vous rapatriez les uns et que vous ne preniez pas les autres. Vous dites que c'est au cas par cas, très bien. Il y a donc une grille, il y a des critères, donnez-les. Et la France ne les a pas donnés. Et donc, devant l'absence de coopération, devant le fait que la France n'avait pas expliqué sur quels critères elle se fondait pour refuser le rapatriement, eh bien, dans l'affaire qui lui était soumise, la Cour a censuré. Mais le juridiquement correct, c'est de dire la France est obligée de les rapatrier. Alors que la Cour n'a jamais dit ça. Elle a dit, dans cette affaire, compte tenu que la France n'a pas expliqué sur quels critères elle se fondait pour rapatrier ou ne pas rapatrier, elle a censuré la France. Après, vous pouvez me dire, mais on n'a pas à se faire dicter notre règle par une juridiction européenne. J'ai envie de vous dire, oui, mais c'est un autre problème. Vous voyez? Et le juridiquement correct, c'est de dire, voilà, on est obligé d'accueillir ces demandes et de les rapatrier tous. La vérité, elle est un peu plus nuancée. Voilà un exemple de juridiquement correct. Voilà. Et donc, dans à peu près tous les domaines de la vie politique et institutionnelle, et puis sur le thème de nos libertés, on est confronté à un juridiquement correct qui se veut simplificateur, mais qui, en simplifiant, finalement, va écarter un certain nombre de points dans une perspective beaucoup plus idéologique. Voilà, vous en avez quelques exemples. Et sur l'Europe, vous avez ça. Tiens, mais pas que. Prenons un exemple. Vous avez des gens en France qui militent, je pense à une association qui s'appelle l'ARPAC. Ça vous dit peut-être quelque chose? L'Association pour le rétablissement du port d'armes citoyen. Bon. Alors ici, je ne suis pas en train de vous dire il faut pas. C'est mon prochain livre qui porte là-dessus. Mais on se reverra dans un an peut-être. Mais simplement, dès qu'on aborde cette question de l'accès aux armes, vous allez toujours avoir quelqu'un pour vous dire mais attendez, on n'est pas dans quel pays? On n'est pas aux États-Unis, mon sang. On n'est pas le Far West ici. Vous voulez que tout le monde tue sur tout le monde? Voilà, c'est intéressant. Alors là, vous le laissez se calmer un peu. Vous dites, prends tes pilules. Vous dites, bah oui, mais tiens, quel est le pays au monde où la proportion de la population à être armée est la plus élevée? C'est la Suisse. Beaucoup de tueries de masse en Suisse? Ah, non. Là, vous avez remarqué, la dernière tuerie de masse aux États-Unis, on n'en a pas beaucoup parlé. Là, ça cochait pas toutes les cases. Ouais, non, il y a des cas qui marchent mieux que d'autres. Voilà, Mais typiquement, la Suisse est le pays au monde où il y a une des proportions les plus élevées de citoyens possédant des armes. Typiquement, l'équivalent du service militaire en Suisse, alors on ne peut pas vraiment parler de service militaire parce que l'idée, c'est que le citoyen est soldat. C'est ce qu'on appelle, c'est un service dit de milice. Et donc, en Suisse, eh bien, vous croisez des soldats, c'est-à-dire des citoyens, qui rentrent chez eux à la fin de leur période militaire. Ils sont dans le tram avec leur fusil d'assaut en bandoulière et leurs munitions. Ils ne sont pas obligés de ramener les armes chez eux. Hein. Ils peuvent les laisser à la caserne. Mais concrètement, il y a une réglementation. Vous devez expliquer qui vous êtes en matière d'achat d'armes en Suisse, etc. depuis 5 ans. C'est tout. Mais vous avez... et la Suisse, c'est pas le Far West. Hein, on pense plutôt à Heidi ou ce que vous voulez, mais c'est pas... On se sent pas spontanément... je pense, si vous allez aux États-Unis, j'ai des amis qui y ont été, quand la police vous dit d'arrêter, vous savez qu'il faut vous arrêter. Il y a plein de vidéos qui circulent. Il y a une violence aux États-Unis qui est certaine, mais il y a des problèmes en Amérique, mais qui ne sont pas uniquement liés à la question du libre accès aux armes. Meilleur exemple, la Suisse. Alors quand vous dites « Ah oui, mais la Suisse », évidemment, on va vous dire « Oui, mais c'est pas pareil ». Mais même en France, il me semble que, d'après des statistiques récentes, il y a une arme pour environ 30 habitants en France, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui est déjà énorme. Alors,
Cette arme n'est pas forcément légalement détenue, d'où la campagne qu'on a eue en décembre dernier pour redonner ces armes. Il y a beaucoup de choses qui traînent dans les greniers, des choses de famille, etc. Mais en France, au contraire, il y a un encadrement extrêmement strict de la possession des armes. Le principe, c'est l'interdiction, sauf exception. Les exceptions étant le tir sportif, la collection, la chasse. Et pour l'autodéfense, mais ça, c'est quelques dizaines de cas par an. Voilà. Mais typiquement, on essaye de véhiculer un propos qui serait, voilà, le libre accès aux armes, c'est dangereux, c'est le Far West, c'est la mort. Voilà, la Suisse. Et là, généralement, la personne, tout ce qu'elle réussit à vous dire, c'est « Ah oui, mais c'est pas pareil ». Pourquoi ? Une explication culturelle, génétique ? Vous voyez ? Et ici, vous avez... Et quand je vous dis ça, je suis pas en train de vous dire que il faut un libre accès aux armes. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est de présenter le droit de manière faussée en fonction de considérations idéologiques. Et je crois que j'arrive à peu près dans le temps que vous souhaitiez. Hein. On va poursuivre par des questions, mais vous avez sur plein de domaines une sorte de juridiquement correct qui pousse à simplifier les choses, mais toujours dans le même sens. Le sens, finalement, d'une déconstruction de ce qui a fait la France au cours du temps. Voilà. Sous couvert de simplification, vous avez une réelle œuvre idéologique. Voilà, alors je vous en ai donné quelques exemples. Je pourrais être amené dans les questions à revenir sur tel ou tel thème. Mais voilà, alors pour ça, vous allez bien, mais que faire ? Voilà, comme Lénine en 1905. Hein. On m'a dit qu'il y avait un peu des gens d'une souverainiste de gauche au cercle Maupoux. Alors je me suis dit, bon, il faut que j'attaque sur Lénine. Que faire ? D'abord, c'est le retour au texte. Alors évidemment, quand on a fait un peu de droit, c'est plus facile, et encore, mais c'est revenir, que disent vraiment les textes ? C'est la distanciation vis-à-vis du discours dominant. Mais ça, je pense que tout le monde commence à comprendre qu'il y a des choses que l'on peut dire, on n'est pas en Corée, mais on sait que socialement, il y a un certain nombre de choses qu'il vaut mieux ne pas dire. On intériorise tous le fait que sur certaines questions, c'est mieux d'en parler entre amis qu'en public directement. Voilà, mais donc une forme de distanciation vis-à-vis de la vérité officielle, et puis une culture du doute. Finalement, on est au pays de Descartes, hein, et je fais très fort. Hein. C'est pour rattraper le coup de la loge tout à l'heure. Hein. Je mets Descartes, Lénine. Voilà, il faut une forme de culture du doute, aller voir le texte, qu'est-ce qui est vraiment dit, et une distanciation vis-à-vis du discours dominant. Pour se construire soi-même, se dire que ce qui nous est légué par le passé, c'est peut-être pas toujours parfait, mais ça nous a quand même permis d'exister, et que c'est à nous de le façonner pour le transmettre à nouveau, avec la tradition en ce sens est d'une certaine manière révolutionnaire. C'est-à-dire qu'elle fait le tour de nous, le tour de notre vie pour être transmise et reconstruite en s'adaptant aux circonstances et aux générations futures. Voilà un petit peu ce que je vais vous dire. De la distanciation, de la culture du doute et de la curiosité. Voilà. Ce sont les principaux points peut-être qui doivent nous guider vis-à-vis d'un discours juridique dominant qui passe pour neutre, mais qui est en fait profondément orienté. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Merci.